je voudrais déjà remercier toutes ces personnes qui ont fait le déplacement, parce que c'était quand même pas évident. On a beaucoup de choses à faire à Paris, il y a toujours des choses qui viennent s'ajouter à ce qu'on avait déjà pu faire. Et je suis content que mon ami Zab Grasso, comme il disait, c'est un ami qui m'a connu à la direction de campagne. Mais avant ça, je le combattais parce qu'il était du FP. Et moi, je suis un enfant du PDC. J'étais membre fondateur de la jeunesse du PDC en France. J'ai été aussi délégué adjoint chargé de l'encadrement des jeunes du PDC. Et depuis 2002, soit le 19 septembre, je me suis tenu au chevet de l'État. Comme j'ai dit à mes amis, je ne venais pas au secours de Babo Loin, parce que Babo n'était pas en danger, mais je me suis tenu au chevet de l'État ivoirien, parce que c'est l'État qui était en danger et non la personne. Et je suis resté cohérent dans ma démarche. Et après, nous avons été la direction des campagnes, on a fait ce qu'on devait faire. J'étais à Abidjan, le président m'a demandé de rester là. Et puis après, il faut que le monde se voie, donc que je m'occupe. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire. Au premier tour, j'ai intégré une équipe de communication, une société de communication qui était agréée par le chef de l'État pour faire la campagne d'État. Donc je m'occupais de la stratégie de cette société, tout ce qui est stratégie de communication politique, parce que c'est mon domaine. Et on a fait ce qu'on avait à faire. Nous sommes arrivés à Paris, on a trouvé les amis sur le bruit. On serait sortis d'Abidjan pendant la guerre. On a trouvé les amis sur le bruit, on s'est mis à leur côté, dont Zab, dont l'ami Abel Naki. J'étais là à saluer qui vient de rentrer. On a tous retrouvés sur le bruit. Et Abel, je le connais aussi depuis belle break. On était tous ensemble. Mais aujourd'hui, ce pourquoi nous sommes là, c'est de parler de la Côte d'Ivoire. Parler surtout du problème de l'Ouest. Parce que moi, je suis guéri. Je suis de Bangolo. Mon père est guéri de Bangolo, ma mère est camerounaise, ma mère est bamileke. Donc, du côté du Cameroun à l'Ouest, je connu aussi le génocide. Et du côté de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, je vis le génocide. Donc, je suis encore beaucoup mieux placé aussi pour parler de cette situation. Et il faut savoir que dans notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, le problème du foncier rural est un très très grave problème. La Côte d'Ivoire a deux problèmes fondamentaux. C'est le foncier rural et la naturalisation. La naturalisation a été un problème dans ce sens que Houphouët-Boigny n'a pas fait les choses comme il fallait. En 1960, les Ivoiriens, c'est lui qui est né sur le sol de Côte d'Ivoire. C'est le droit du sol. Donc, toutes les personnes qui arrivaient en Côte d'Ivoire, qu'elles soient burkinabées, maliennes et tout ça, savaient que les enfants qui naissaient en Côte d'Ivoire étaient des Ivoiriens. Et ça roulait comme ça jusqu'en décembre 72. En décembre 72, Houphouët-Boigny et ses amis se réunissent à l'Assemblée. Ils décident d'amender la Constitution. Le droit du sol va basculer dans le droit du sang. Maintenant, les Ivoiriens, celui qui est né d'un père ou d'une mère. Ainsi de suite. Mais le problème avec cette loi, c'est qu'elle n'a pas pris en considération ceux qui étaient nés avant décembre 72. C'est-à-dire ceux dont les parents n'étaient pas ivoiriens, mais qui étaient nés sur le sol de Côte d'Ivoire et qui étaient des Ivoiriens. Mais nous sommes indépendants en 60, donc des gens qui sont nés en 68, 69, le problème de la nationalité, de la carte d'identité ne se posait pas. Parce que les gens étaient encore mineurs. Donc on a avancé comme ça, jusqu'à ce que les embêtiers, ainsi de suite arrivent, et que Ouattara profite d'une situation plutôt que de proposer des solutions. Ils se servent de ça pour faire la politique. Et nous avons vu les dégâts. Le deuxième côté, le foncier rural. Mais dans toute la Côte d'Ivoire, il n'existe que 80 titres fonciers ruraux. Pour tous les Ivoiriens. Il n'y en a que 80 qui sont enregistrés au cadastre. Dans les 80 titres fonciers, il y a 40 titres fonciers qui sont propriétés de sociétés françaises, telles que la Esproa et tout, détiennent des terres. Et dans les 41 titres fonciers restants, il y a un seul voltaïque qui a un titre foncier. Il était un très grand planteur, je crois, dans la région du Sud. Et les 40 autres titres restants sont à partager entre les Ivoiriens qui savaient qu'il y avait un titre foncier à faire dans la démarche de passer au niveau du cadastre. Mais ces Ivoiriens, c'était lesquels? C'était le Houphouët-Boigny. C'était eux qui savaient qu'il fallait faire ça. Donc tous nos parents ont eu des titres de lotissement. Il a
une terre comme ça, la mairie vient là, on met un bâton là, on donne un papier. Et les modes d'attribution des terres, chez nous, ne se faisaient pas par des papiers. Il y a des gens qui ont donné la terre parce qu'il y a eu un problème de femmes. Il y a des gens qui ont donné leurs femmes pour avoir la terre. Il y a ceux qui ont donné leurs filles pour avoir la terre. Il y a ceux qui se sont donnés eux-mêmes pour avoir la terre. Il y a eu beaucoup de cadeaux pour régler le problème de la terre. Bédier, en son temps, a dit bon, nous allons créer la loi sur le foncier rural. Puisqu'il y a beaucoup de problèmes sur la terre, ne devrait être propriétaire de la terre en Côte d'Ivoire que l'État, les collectivités et les citoyens. Mais comme Houphouët-Boigny avait dit une phrase qui s'apparentait à une loi, la terre appartient à celui qui la met en valeur. Ceux qui mettaient la terre en valeur, qui n'étaient pas ivoiriens, se sont sentis exclus. Et c'est à partir de cette loi qu'on a arrêté, on a signé le décret de départ des Bédier. Parce que tous les gens de la sous-région se sont coalisés contre Bédier. Qu'est-ce qu'ils ont proposé pour pallier à ce problème? Ils ont dit qu'il faut naturaliser 3 millions de Burkinabés. Puisque la loi dit qu'il faut être propriétaire, il faut être héritier, il faut être ivoirien. Donc eux, ils proposent qu'on naturalise 3 millions de personnes qui vont hériter des terres. Parce qu'il y a des enfants dont les parents ont travaillé sur la terre. Mais quand le papa est décédé, nous estimons qu'il n'est pas normal qu'il hérite de cette terre, parce que ce n'est pas à terre. Dans les villages, on dit non, ça ne t'appartient pas. Ton père était là, il a travaillé là, vous étiez là. Mais la terre ne t'appartient pas. Tu ne peux pas en faire aussi ton héritage pour que toi aussi demain tu le lègues à ton fils. Et ainsi de suite. Et les enfants même du propriétaire. Et les enfants même de la région. Qu'est-ce qu'ils auront? Ça a été un débat. Dès que Bédier a envoyé la loi, tout le monde s'est mis contre lui. Ils ont proposé la naturalisation de 3 millions d'Ivoiriens. Bédier a dit que ce n'était pas normal. Parce que la naturalisation était une démarche individuelle. Ils se sont arrangés, ils ont dégagé Bédier. Ils ont pensé qu'avec Gbagbo, d'abord avec Gueye, ça allait pouvoir se faire. Ils ont avancé, ils ont vu que ce n'était pas possible. Parce que Gueye Robert a soumis la constitution aux Ivoiriens. Et les gens ont préféré basculer ça sur les et les coups, mais il n'y avait pas que les et les coups dans la constitution ivoirienne. C'est eux qui ont fait un autre débat pour camoufler leur réel objectif. Ils nous ont tous drivé sur les et les coups, pendant qu'en bas, ils souhaitaient que des aménagements soient faits à tel niveau ou à tel niveau. Ça n'a pas marché. Gbagbo est venu, ils ont dit bon, avec lui on espère que ça marche. Mais Gbagbo, il faut que tu touches à la Constitution. Gbagbo dit moi je ne peux pas toucher à la Constitution, puisque ce n'est pas moi qui ai fait voter cette Constitution, ce sont les Ivoiriens qui l'ont approuvée par référendum. La moindre des choses, on va appeler le peuple au référendum. Ils ont dit non, pour éviter tout ça là, il faut naturaliser 3 millions de Burkinabés. Là, comme ça, ils pourront hériter des terres parce qu'ils sont sur les terres. Ils travaillent sur les terres. Et s'ils doivent passer la main, ça sera compliqué parce qu'ils ne sont pas ivoiriens. Comme tu ne peux pas faire voter la loi sur le foncier rural, fais passer au moins le décret de naturalisation de 3 millions de personnes. Gbagbo a refusé. Ils ont attaqué la Côte d'Ivoire. Le premier débat qu'il y a eu à Marcoussis, c'était la naturalisation de 3 millions de Burkinabés. Ce n'était pas au hasard. Parce que ça correspondait à un schéma. Il faut naturaliser 3 millions. Gbagbo a dit, ça, ce n'est pas possible. 3 millions de Burkinabés, ils n'ont qu'à faire une démarche. Chacun n'a qu'à écrire les motivations. Pourquoi déjà tu veux être ivoirien? Parce qu'ici on te demande pourquoi tu veux être français. Nous sommes restés dans ce débat. Alors que eux, ils ont un schéma qui correspond aux multinationales. Le rêve, c'est de faire de l'Ouest une grosse plantation. Tout l'Ouest de la Côte d'Ivoire doit représenter une plantation parce qu'il y a une certaine qualité de cacao qui pousse à l'Ouest, qui est la plus recherchée. Je ne sais pas, ils appellent ça grade 1. C'est un bon cacao. Mais les terres, comme on ne peut pas prendre la terre pour donner comme ça, il faut passer par la loi. Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a proposé dernièrement? Il a proposé un séminaire gouvernemental, que ce soit le travail en Sokoro, où ils ont planché sur le foncier rural. Mais on ne peut pas avoir une assemblée nationale et puis aller s'asseoir en séminaire gouvernemental, plancher sur le foncier. Il refuse l'assemblée puisque le PDC a accepté d'accord.
qu'on modifie cette disposition parce que c'est la disposition médiée. C'est lui-même, c'est depuis 1997, la même loi sur les fonciers ruraux n'a pas changé jusqu'aujourd'hui. Ouattara l'a changé. Donc, on va faire venir des milliers de personnes qu'on va prendre ivoiriens et ils pourront hériter des terres. Mais entre-temps, ceux qui sont de la région, eux-mêmes, ils sont tous dans les brousses, ils sont dans les forêts. Donc, il y a un repeuplement. Ce sont des cas et des cas qui viennent. Alassane Ouattara a échoué à ce niveau-là parce que le FPI n'est pas allé au législatif. C'est ce qui fait que ça traîne. Si la formation de Bagolora était allée au législatif, le premier dossier qui tombait sur le bureau des députés, c'était le foncier rural. Et comme c'est une élection à la majorité, eux ils allaient dire ils sont pour, les autres allaient dire ils sont contre. Étant minoritaire, la loi serait passée. Mais ce n'est pas une loi qui s'applique qu'à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Partout en Côte d'Ivoire, il y a des Burkinabés qui travaillent sur des terres. Partout, que ce soit dans le nord, dans l'est, dans le centre, dans le sud, il y a des Burkinabés qui sont partout sur des terres. Mais s'ils doivent hériter de ces terres-là, pour pouvoir aussi les donner en héritage à leurs enfants, où est-ce qu'on a fait? Ils nous disent de naturaliser 3 millions de personnes. Mais quand tu naturalises 3 millions de personnes, il faut compter combien d'enfants il y a. Déjà, si on nous demande 3 à 4 enfants, c'est depuis 3 millions de personnes que tu naturalises. Tu naturalises 12 à 15 millions de personnes dans une population actuelle où l'Ivoirien lui-même représente grosso modo 60%. Mais c'est fini. Dans 20 ans, parce qu'il ne faut pas voir ça aujourd'hui, dans 20 ans, sur toute la Côte d'Ivoire, l'Ivoirien va disparaître. Mais c'est un schéma. Aujourd'hui, à l'Ouest, ceux qui tuent les Ivoiriens, ce ne sont pas les Ivoiriens. Ceux qui massacrent les populations, ce sont des Burkinabés. Ceux qu'ils ont appelés des dozos, qui ne sont pas des dozos, ce sont des voyous, des gens qu'on a fait sortir des prisons, qu'on a armés dans des pays comme le Burkina, qu'on a amenés à l'ouest de la Côte d'Ivoire, qu'on a habillés en dozos. Les dozos ne sont pas ce qu'on veut faire croire. Nous, on a tous grandi, on connaît les dozos. Mais aujourd'hui, le dozo que nous voyons fait que nous avons tous peur même du dozo. Nous, on était petits, quand on arrivait dans les quartiers, c'est les dozos qui suivaient les quartiers la nuit. Mais aujourd'hui, si on voit un dozo, on fout. Parce qu'ils ont présenté un autre dozo et ils ont fait peur même aux Ivoiriens. Tout l'Ouest aujourd'hui est un chantier de guerre. Chaque portion de terre est la portion de l'étranger. Les Ivoiriens sont là, on nous endort avec le discours sur la libération des Gbagbo, pendant que nous parlons sur la haine, eux ils sont en train de faire un travail au quotidien sur les populations. Mais tous les jours, nous on va les chercher partout. C'est vrai. Mais ils nous endorment avec ça aussi. Ils nous focalisent dessus et ils nous font oublier qu'ils sont en train de repeupler tout l'ouest de la Côte d'Ivoire et qu'après ça va monter du côté de l'Est, ça va arriver au fur et à mesure. C'est un programme sur 30 ans. Alassane Ouattara avait dit qu'elle était Premier ministre. Si on faisait du Burkina, le Mali, le même pays. Il a dit 191. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont en train de rêver faire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un territoire occupé. L'ouest de la Côte d'Ivoire est occupé. Ce sont des milliers et des milliers de nos parents qui sont victimes des atrocités au quotidien. Les ONG comme Amnesty, que j'appelle Amnésie Internationale, parce que quand il s'agit aujourd'hui, ils sont tous devenus des amnésiques. Il y a 3 ans, Amnesty, il y a même 2 ans, chaque matin, prenait un rapport sur la situation sécuritaire ivoirienne où le camp Gbagbo était mis en difficulté. Mais aujourd'hui, vous verrez que tout le monde a cousu la bouche. Personne ne parle de l'Ouest. Des fois, ils se rejettent des responsabilités parce que c'est un schéma commun. Les chocolatiers ont besoin de la Côte d'Ivoire. L'Ouest de la Côte d'Ivoire. Chacun a besoin de sa part de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que Gbagbo nous disait, tant que moi, Gbagbo, je verrai planer la menace sur la Côte d'Ivoire, ils trouveront en face d'un homme debout, jusqu'au bout. Si Gbagbo Laurent baisse les bras, ils savent très bien que s'ils font baisser les bras à Gbagbo, ils auront fait baisser les bras à beaucoup de personnes. Mais si nous on tient, lui-même il a dit, je vais tenir. Parce que les enjeux, ce n'est pas le pouvoir. L'enjeu, c'est la Côte d'Ivoire. Il y a 2 choses, le foncier rural et la naturalisation. Ils n'ont pas 3 programmes en Côte d'Ivoire, ils n'ont que 2 programmes. Naturaliser 3 millions de personnes, distribuer les terres en héritage à leurs petits. Et ça,
Tant qu'on est dans ce schéma, on est dans un schéma de guerre. Parce que nous sommes de la région, nous n'accepterons pas de voir tout ce qui se passe. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes impuissants. Parce que nous sommes en face de personnes qui détiennent je ne sais quoi comme arme, avec l'appui de je ne sais qui. Mais nous sommes aussi en train de nous organiser. Parce que nous ne pourrons pas regarder éternellement la fin de toute une région. Parce que beaucoup de personnes croient que quand on parle de l'Ouest, c'est juste pour s'arrêter sur le point de l'Ouest. Non. C'est un schéma. Il commence à l'Ouest et il arrive. Après l'Ouest, aujourd'hui dans le Nord, il y a beaucoup de parents du Nord qui se rendent compte que les Burkinabés qui étaient sur les terres sont en train de devenir des propriétaires. Dans les champs de coton et tout. Tout le monde commence à se rendre compte. Même ceux des Baoulés qui étaient dans le centre, ils se rendent compte que le Burkinabé qui était dans la terre est devenu arrogant. Il commence à devenir bizarre. Donc, Ouattara veut passer par un séminaire gouvernemental pour faire valider une disposition qui va être une loi pour le foncier rural. Et à partir de là, qu'est-ce que nous pourrions dire quand la loi va dire que le fils de l'Ibrahim doit hériter de la terre parce qu'il est ivoirien? Ils l'ont naturalisé sous nos yeux. Et on dit c'est eux qui doivent hériter. Ils sont 3 millions. Et c'est le schéma. C'est pour ça que depuis des années et des années, le président Gbagbo résiste. Il ne résiste pas parce qu'on va venir prendre le pouvoir. Il résiste parce qu'il voit ce qui attend la Côte d'Ivoire. Il voit. Aujourd'hui, si les Ivoiriens baissent les bras, imaginez-vous un seul instant s'ils avaient réussi leur coup en 2002. 10 ans après, où est-ce qu'on en serait? C'est le fait d'avoir résisté pendant ces 10 ans qui a fait qu'aujourd'hui ils sont arrivés et ils ont des difficultés. Mais si en 2002, ils avaient réussi le coup, le message du président Gbagbo ne serait pas bien passé dans la tête des Ivoiriens. Mais les 10 ans ont permis au président de marteler un certain message qui a intégré la conscience des Ivoiriens. C'est pour cela que même si Gbagbo n'est pas là, le combat il est là. Le message de Gbagbo il est là, il habite chaque Ivoirien. Et nous savons tous que les enjeux, c'est la terre et c'est la naturalisation. Tout le reste n'est que de l'artifice pour nous endormir. C'est pour ça qu'à l'Ouest, ça ne rigole pas. C'est une cruauté exceptionnelle. Parce qu'il faut faire le plus grand maximum de mal afin que nos parents restent le plus longtemps possible à l'extérieur. Pendant que nos parents sont dans les brousses au Libéria, dans les forêts, ils ont construit des campements plus grands que nos villages, dans nos forêts. La dernière fois, Mme Ouattara a dit qu'elle avait donné 30 millions aux populations de l'Ouest. Non. C'est pour tous ces Burkinabés qui sont arrivés avec les enfants et tout ça. Il y a d'autres qui ont accouché et tout ça. On donne l'argent, les moyens pour qu'ils puissent s'installer. Ouattara dit qu'il a construit des écoles. Je ne sais pas si c'est dans les forêts là-bas ils ont construit des écoles. Mais à l'Ouest, il n'y a pas d'école parce qu'il n'y a pas d'enfants qui vont aller à l'école. Les enfants qui sont là, ils viennent d'arriver. Ils ne parlent pas le français. Pour la plupart. C'est des fils des paysans. Ce sont des gens qui sont manipulés. On nous dit que c'est la crise, c'est une crise entre les populations. Mais quelle est cette population où tous les gars ils sont en armes? On dit que c'est les paysans qui se battent, mais il y a un groupe de paysans, eux tous ils ont des kalachnikovs, et l'autre groupe n'ont pas d'armes. Est-ce que ça c'est un problème des paysans? Quels sont les paysans qui sont à l'Ouest? Les Amada Ouremi. Amada Ouremi, ce n'est pas un paysan. Amada Ouremi dit que lui doit venger son père. Son père a succombé de ses blessures dans les batailles là-bas à l'Ouest, pour des histoires des fonciers là. Et il a toujours gardé ça. Aujourd'hui, Ouattara lui offre l'opportunité de venger son père. Il est chef d'une milice, ils ont des armes, ils ont la protection. Ils tuent le monde. C'est pour ça qu'avec le président Gbagbo, les accords de Maputo, les accords de Ouagadougou, ont préservé le foncier et la naturalisation. On n'a pas cédé sur ces deux plans. On peut tout vous donner. On peut partager tout, mais on ne peut pas partager l'art de la Côte d'Ivoire. Sinon, après ça, il n'y a plus de Côte d'Ivoire pour vous et pour nous. Bon, vous encore, vous avez un autre point où vous pouvez aller. Mais ceux qui sont ivoiriens, il n'y aura plus de Côte d'Ivoire pour vous. Ce sont les enjeux. Si aujourd'hui Gbagbo est là, on a enlevé Gbagbo de la Côte d'Ivoire pour pouvoir faire ça. Ce qu'il veut faire là, ce n'est pas parce qu'on veut faire Ouattara, c'est qui? Il n'est rien du tout. Le président, je ne sais quoi, il n'est pas président de quoi que ce soit. On a enlevé Gbagbo Laurent pour pouvoir faire de la Côte d'Ivoire ce qu'on veut. Tant que Gbagbo en Côte d'Ivoire, son âme, comme eux-mêmes disent, son âme plane sur la Côte d'Ivoire.
Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ils ont volé Gbagbo, ils ont envoyé à la haine. Mais en envoyant à la haine, ils n'ont rien fait d'autre que de nous arranger. Parce qu'au moins, nous sommes à la lumière du jour. Depuis 10 ans, nous parlons, personne ne nous écoute. Tout ce que nous disons, on nous dit non, tu ne veux pas d'élection. Non, on va aux élections. On a tout demandé, on a tout donné, on nous a toujours dit, vous ne voulez pas d'élection. Gbagbo allait aux élections parce qu'il a foi au peuple ivoirien. Il savait que les Ivoiriens vont le lire, même si tous les dozos dans chaque quartier ils ont des armes. Le peuple va voter contre eux. Et c'est ce qui s'est passé. Moi j'étais à Abidjan, j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai vu comment la violence s'est développée. J'ai fait campagne. Au deuxième tour, le président m'a donné notre émission, j'ai fait tout Modi, Daoukro, Yamsoukro, Dimoko. Avec Zipor, le premier ministre a fingé ça, on s'est croisé. Henriette Lagoué a fingé ça, m'a appelé DDC itinérant. M'a croisé dans les villages. Mais quand on a fini les élections, la première maison qu'ils ont brûlée, c'est la maison de Thomas Tiakoua. Qu'est-ce qu'il avait fait? On a fini de voter dimanche, le lundi, on n'a même pas encore donné les résultats. Ils ont commencé à brûler les maisons des gens. Tout ça, ils étaient enfermés au coffre, leur maison était tranquille. On n'a jamais dit à quelqu'un, allez brûler leur maison pendant qu'ils sont au coffre. Ils ont fait beaucoup de choses aussi. Mais le président Gbagbo a dit, pour moi, ma petite personne, ce n'est rien. Pour la Côte d'Ivoire, je peux faire tous les sacrifices. Je peux accepter toutes les humiliations. On a entendu la on dit, venez, on va reporter. Mais c'est l'humiliation. Parce qu'on a gagné. Et on nous demande, le président Gbagbo lui-même, qui ne sait pas pour le respect de la Constitution, demande un recomptage. Ça veut dire que lui-même aussi, il met en difficulté le Conseil constitutionnel. Mais on a fait ce sacrifice-là parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait de mort en Côte d'Ivoire. On a refusé la mort des Ivoiriens. Gbagbo a dit, je sais ce que vous voulez. Ce n'est pas venir s'asseoir au palais qui vous intéresse. C'est la Côte d'Ivoire qui vous intéresse. Naturaliser les gens et donner la terre aux autres. Mais ça, pour moi, Gbagbo, je ne négocie pas ça. Parce que c'est ça la Côte d'Ivoire. Sinon, après, on arrive, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, j'ai eu un privilège. J'étais là où Gbagbo était, tous les jours. Je me lève le matin, je suis là jusqu'à ce que je n'ai pas dormi. Je reviens le matin, je suis là jusqu'à ce que je n'ai pas dormi. J'ai vu ce que les gens n'ont pas vu et j'ai entendu ce que les gens n'ont pas entendu. J'ai eu ce privilège-là. C'est ce qui fait que ça a renforcé encore ma détermination parce que j'ai vu. J'ai vu les soi-disant chefs d'État qui sont venus pour le panel. J'ai vu tout ça, j'ai vu tout le cinéma de chacun. J'ai vu les concessions que Gbagbo a faites. J'ai vu un président qui est assis comme ça, qui est dans la solitude. Quand on tue l'infirmier qui est dans ton ambulance, l'ambulance qui couvre le cortège. Quand il rentre le soir, que le commandant invisible fait un barrage et qu'on le tue. Quand le commandant invisible aussi tue ton chef du protocole, les chauffeurs du protocole, qui rentrent chez lui le soir, le prend, le tue. Quand toi le matin, tous les matins, on t'annonce qu'on tue, on ne fait que tuer les gens qui travaillent pour toi. J'ai vu Gbagbo pleurer à l'état-major, quand il y avait plus de 32 corps de jeunes FDS qui ont été massacrés depuis Apoko, depuis certains quartiers d'Abidjan, par le commando invisible. Mais ça, le RDA a titré, le commando invisible frappe, 32 morts. Ils sont contents. Gbagbo n'a jamais dit aller fermer les journaux parce qu'ils estiment qu'ils ont peut-être perdu la tête. On a fait tous ces sacrifices-là. Ils ont emmené des gens à l'ouest le 27 mars. Mais qui était à l'ouest? C'est les Sierra-Leonais. C'est des mercenaires sierra-leonais. Abidjan, ils t'arrêtent. Si tu ne parles pas Gula, c'est que tu es un mercenaire libérien. On te parle en Gula, tu ne comprends pas ce que tu es libéré. Si tu es coupé à main comme ça, tu es une nouvelle de recrue de Gbagbo. Imaginez combien de jeunes ils ont massacrés dans Abidjan. Avant même de parler des Djokwe et tout ça. Mais dans Abidjan même, ils ont tué tout le monde. À un moment donné, à Abidjan, on était dans une psychose. Il y a des jeunes qui sont arrêtés devant le Sokosé. Il y a un taxi qui vient, ça gare, ça tue les 4 jeunes. Le taxi part, on retrouve le taxi vers l'association de Mme Bédi et Servi. Et les gars, ils n'ont plus de parfum, on a laissé le taxi là-bas. Les gens, ils commencent à avoir peur, ils sont. Le commandant invisible a tué beaucoup d'Ivoiriens.
Ils sont rentrés dans les clans de Bakou, ils ont tué tout le monde. Mais Bakou a toujours dit, venez, on va discuter. Parce que pour lui, l'intérêt, ce n'est pas de s'affronter, mais l'intérêt, c'est de se comprendre. Venez, on va s'asseoir, on va discuter. C'est dans toutes ces discussions qu'on a commencé à marquer jusqu'à ce qu'on aille à Ouaga, préserver la Côte d'Ivoire. À la fin, ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus discuter parce que nos positions étaient tellement claires qu'on ne pouvait pas les contourner. Comme tu ne peux pas les contourner, tu es obligé de devenir un brigand. Nous tenons pour responsable, moi particulièrement, je tiens pour responsable Nicolas Sarkozy, la mort de tous mes parents à l'Ouest. Parce que c'est eux qui ont armé tous ces voyous. C'est eux qui ont cassé les prisons. On était à Abidjan. Quand l'ONU et tout est venu casser la Maca, ils ont sorti 12 000 prisonniers. À qui on a donné des armes, à qui on a dit, si Bako Laurent s'en va, vous devenez des militaires. Comment on se paye? Pay yourself. Mais alors, pay yourself, qui paye ça? C'est nos pauvres parents qui payent ça. Nicolas Sarkozy est responsable. C'est lui qui a permis ça. Nous avons tout donné pour éviter ce que la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui. Quand le président le faisait, beaucoup d'Ivoiriens disaient, Babo même il exagère. Il est trop gentil avec eux. Mais c'est parce qu'on a été trop gentil avec eux qu'aucun Ivoirien ni Africain aujourd'hui ne peut accepter ce qu'ils sont en train de faire. C'est parce que nous avons été justes. Quand ils étaient au golf, il y a des gens qui ont demandé à Babo Laurent de les faire tuer au golf. Il y a des gens qui voulaient ça. Et puis ils n'avaient pas peur. Parce qu'ils sortaient du golf pour tuer des gens. Mais Babo a dit là-bas dans le golf, les trois quarts sont des innocents. Ils ont pris des jeunes en otage après une manifestation qu'ils ont bloquée dans l'hôtel comme un bouclier humain. Et ils sont restés là-bas avec eux pendant des mois. Avec l'espoir que Babo Laurent ferait un jour un mouvement vers là-bas pour justifier la réaction de la France et de l'ONU. Malgré ça, ça n'a pas marché. Ils ont créé ça eux-mêmes. Ils ont trouvé que Babo a lancé missiles dans le Golfe. Ils sont venus nous attaquer. Parce qu'on a donné toutes les chances à la paix. On a reconnu tous les grades que les Dozo ont eu dans la bourse. Tous les Ouattao, des grades comme ça, de commandants, d'autres sont des colonels, d'autres sont des ceci. On a reconnu cela au nom de la paix, pour préserver la Côte d'Ivoire de ce qui se passe aujourd'hui. On a payé tous les arriérés de salaire de tous les Dozo, les rebelles, tous les FDS qui étaient FDS et qui ont rejoint la rébellion de 2002 à 2007. On a payé les arriérés de salaire comme s'ils étaient en mission au nom de la Côte d'Ivoire. Tout ça là, c'est pour nous préserver de ce qu'on vit aujourd'hui. On a permis que Dramane Ouattara soit candidat à titre exceptionnel en Côte d'Ivoire. On a fait ça. C'est pour préserver la Côte d'Ivoire de ce qui se passe aujourd'hui. On a choisi Guillaume Soro comme Premier ministre. Pas parce qu'il est beau. Mais ce n'est pas parce qu'on avait peur de lui. C'est parce que nous avons voulu donner une chance à la paix. On a mis Premier ministre, des armes, des camarades. Tout ça pour préserver la Côte d'Ivoire de ce que nous vivons aujourd'hui. Quelle a été la récompense des Ivoiriens? On a demandé que le désarmement. On ne l'a jamais eu. On n'a rien demandé aux rebelles. Ils ont toujours posé des conditions, nous avons respecté leurs conditions. On ne leur a rien demandé. Juste le désarmement pour préserver la Côte d'Ivoire de ce qui se passe aujourd'hui. Si on avait désarmé les gens, vous pensez qu'on aurait eu tout ce qu'on vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire? On n'aurait jamais eu ça. C'est parce que tous ces voyous sont en armes que tout cela est possible aujourd'hui. Quand nous avons fait ça, d'autres ont trouvé que lui, Bako Laurent, a pu s'amener dans la réconciliation. Mais c'est tous ces actes que nous avons posés qui font qu'aujourd'hui, aucun Ivoirien n'est d'accord avec ce qu'eux ils font. Si Bako Laurent s'était comporté comme eux ils se comportent, est-ce que vous serez à la haine aujourd'hui pour aller dire, vous partez chercher Bako Laurent? Personne n'allait faire ce déplacement. Si Bako